Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le président de la République haïtienne, M. Jovenel Moïse, est assassiné à son domicile par un commando. Son corps est retrouvé criblé de près de 12 balles. Sa femme est gravement blessée. Mais il faut le dire, Jovenel Moïse était loin, très loin d'être aimé par les Haïtiens. Mais la nouvelle de son assassinat a mis un coup de froid à travers tout le pays. Mais passé la stupeur et l'émotion, de nombreuses questions revenaient dans les esprits. Qui a fomenté ce coup machiavélique? Mais surtout, comment expliquer que le président de la République se fasse assassiner avec une telle facilité? À travers cette vidéo, on n'a pas pour but de jouer les inspecteurs Colombo ou les enquêteurs bénévoles. Loin de là, même si j'ai porté un béret, là n'est pas le cas. On s'intéresse ici à l'histoire d'Haïti. Malheureusement, l'histoire d'Haïti passe inéluctablement par cet assassinat. L'histoire d'Haïti, troisième et dernière partie, c'est maintenant. Bonjour, je suis Mr. Rest, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bonne année surtout. Pour tous ceux qui découvrent cette chaîne et cette vidéo, sachez qu'ici on parle de culture afro, d'histoire afro. Tout ce qui peut tendre à valoriser, à cultiver, à élever notre communauté, on en parle ici. Si tout ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner. L'histoire d'Haïti est très complexe et très longue, raison pour laquelle je l'ai faite en 3 vidéos. La première vidéo parlait plus de la période coloniale jusqu'à l'obtention de l'indépendance, dans la douleur, dans le sang, dans la sueur, on va dire. Vidéo que vous retrouverez ici. La seconde vidéo parlait plus de la période post-coloniale jusqu'au soir des années 2009, une période qui a été marquée par des présidents incompétents, dictateurs, assassins, mais également une ingérence cynique et sadique de grandes puissances occidentales comme la France et les États-Unis. Vidéo que vous retrouverez également ici. Mais dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser aux 10 voire 12 dernières années d'Haïti. Le 7 juillet 2021, lorsque le peuple haïtien découvre cette nouvelle macabre, il découvre également le visage du commando qui a effectué cette mission meurtrière. Un commando constitué majoritairement de Colombiens, on parle de 26 personnes, dont 3 qui ont été tués et 5 qui ont pris la fuite. Très vite, ces derniers seront interrogés et la police d'Haïti va très vite donner le nom du suspect numéro 1. C'est Emmanuel Sanon. C'est un Emmanuel Christian Sanon. Alors, Emmanuel Christian Sanon est un Haïtien qui vivait depuis longtemps aux États-Unis, mais il est médecin, il est également pasteur, il ambitionnait de devenir président d'Haïti, il tenait des propos très critiques vis-à-vis du système politique haïtien sur la toile, et il a même créé une ONG en 2010 pour venir en aide aux personnes victimes du séisme de 2010. Donc, naturellement, on se demande pourquoi cet homme est devenu le suspect numéro 1 dans cette histoire. Mais la police nationale d'Haïti a donner les raisons pour lesquelles il était le suspect numéro 1. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, il aurait échangé plusieurs messages ou appels téléphoniques avec certains membres du commando. La seconde raison, c'est que un mois plus tôt, avant l'assassinat, on va dire, en juin, il serait rentré en Haïti à bord d'un jet privé accompagné d'agents de sécurité colombiens. Mais une fois arrivé sur le territoire haïtien, il aurait décidé de renverser le président et de l'arrêter. Je dis bien de l'arrêter. Alors, pour ce faire, il aurait donc recruté une vingtaine d'agents ou de mercenaires colombiens qui appartiendraient tous à une société privée vénézuélienne domiciliée en Floride. Cette société s'appellerait CTU. Alors, étant donné que cet assassinat aurait eu pour point de départ les États-Unis ont également effectué une enquête qui a très vite donné les réponses, dans la mesure où les États-Unis ont expliqué que, bien évidemment, M. Christian Emmanuel Sanon était coupable, mais surtout qu'ils auraient arrêté 4 autres complices, notamment un Américain, un Vénézuélien et 2 Colombiens. Ces personnes se sont réunies ici même dans le sud de la Floride et ont convenu d'un plan selon lequel les accusés, par l'intermédiaire d'une société basée dans le sud de la Floride, soutiendraient l'éviction du président haïtien Moïse et son remplacement par Christian Emmanuel Sanon, l'homme qui voulait devenir président. En échange, une fois que Sanon serait président, l'accord prévoyait qu'il accorderait des contrats lucratifs à cette société pour des projets d'infrastructure en Haïti. Alors, les enquêteurs américains, surtout le procureur, expliquent que M. Emmanuel Sanon serait surtout un outil dans cette machine meurtrière, dans la mesure où, au sortir de cet assassinat, il aurait dû prendre le pouvoir et en échange du soutien de ces 4 complices-là, il aurait dû leur donner des marchés juteux en Haïti. Alors, si vous avez regardé les 2 premières vidéos sur l'histoire d'Haïti, surtout la seconde, vous avez pu voir les manigances plutôt sombres des autorités américaines au sein du pays et de la CIA au sein du pays. Partant de ce postulat, je me donne le droit de prendre avec beaucoup de pincettes les versions des autorités américaines. Mais ce que je vous propose ici, c'est de commencer l'histoire là où elle a commencé. En l'occurrence, lors du tremblement de terre
de 2010. Ça tombe bien parce que la seconde vidéo sur l'histoire d'Haïti s'est terminée sur le séisme de 2010. À travers ce séisme, je veux que vous analysiez l'attitude des États-Unis, l'attitude des autorités internationales, on va dire, la naissance d'une nouvelle classe politique, notamment M. Michel Martelly, mais surtout l'avènement sur la scène politique haïtienne de M. Jovenel Moïse. Et vous pourrez avoir tout le contexte, certains autres angles d'observation, voir l'histoire sous un prisme différent. Et vous pourrez vous-même, avec vos recherches complémentaires, deviner ou analyser ou suggérer ou supposer que telle personne serait à la base de cet assassinat. Mais je vous demande quand même de faire très attention vis-à-vis des versions des autorités américaines. Je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que l'histoire nous a montré que... Voilà. Le 12 janvier 2010 à 16h53, Haïti est frappé par un tremblement de terre de magnitude 7 au moins. Le bilan est dramatique. On parle d'au moins 200 000 morts, 300 000 blessés et près de 1,3 million de sans-abri. Et très vite, le monde va se mobiliser tel un seul homme pour pouvoir aider Haïti, venir en aide à Haïti. Mais il faut préciser une chose, c'est que les États-Unis et l'administration Obama se sont autoproclamés comme les parrains d'Haïti, comme les bienfaiteurs. Ils se sont chargés même de gérer les dons qui venaient pour aider le pays. Et très vite, M. Obama va faire une annonce très fracassante où il annonce qu'il va débloquer de l'argent pour Haïti. J'annonce aujourd'hui que nous allons débloquer immédiatement 100 millions de dollars, ce qui signifiera plus d'équipements de sauvetage, de nourriture, d'eau et de médicaments. Cette enveloppe va augmenter au cours de l'année. En réalité, les États-Unis ont débloqué bien plus qu'une centaine de millions. Ils ont débloqué pratiquement 1 milliard de dollars qui venaient majoritairement des populations américaines qui ont vu ces images, qui les ont horrifiées, des images de désolation et elles ont décidé d'aider les Haïtiens. Détail très important. Mais le plus important ici, c'est de savoir une chose, c'est de savoir le contexte qui prévalait à l'aube de ce séisme. Il faut savoir que les États-Unis et Haïti entretiennent des relations très tumultueuses. Les États-Unis ont envahi Haïti à 2 reprises. La première invasion a été très meurtrière, très humiliante, très destructrice pour Haïti. Et il faut également préciser que les États-Unis, par le biais de la CIA, ont contribué à la prolifération de nombreuses entités opaques au rôle très peu catholique pour déstabiliser, pour contrôler la scène politique du pays. Et cela a engendré des milliers de morts à travers le pays. Il faut également préciser que les États-Unis, pendant longtemps, jusqu'à présent, peuvent décider de faire ou de défaire un président au sein d'Haïti au gré de leurs intérêts politiques. Mais il ne faut pas également oublier de parler de l'aspect économique. Les États-Unis et le FMI ont pendant longtemps posé des actes qui ont contribué à étouffer l'économie haïtienne. C'est très important. Allez voir la seconde vidéo et je vous explique tout ça en détail. Donc, quand ce séisme survint, que les États-Unis s'érigent en bienfaiteurs, on a, de notre point de vue humain normal, on a envie de penser et de croire que, pour une fois, les intérêts politiques seront mis de côté et que la vie des Haïtiens, l'envie d'aider ces Haïtiens qui sont en train de souffrir une fois de plus, va primer. Et c'est vraiment un espoir que tout le monde avait. En tout cas, tous ceux qui s'intéressent réellement à la politique haïtienne, tous ceux qui ne se limitent pas aux infos des médias occidentaux, se sont dit, pour une fois, on espère vraiment que les États-Unis et tout le consortium d'instances internationales qui sont à leur botte vont travailler pour la priorité des vies humaines qui sont en danger. Mais comme dirait l'autre, l'espoir fait vraiment vivre. Mais intéressons-nous réellement au fond du problème, le séisme. Lorsque le séisme frappe Haïti, c'est le bal des organismes internationaux, l'UNICEF, le CICR, la MUNISA, la Croix-Rouge et toutes sortes d'organisations se sont mobilisées pour commencer à prodiguer les premiers soins aux victimes de cette catastrophe naturelle, on va dire. Mais 2 défis majeurs étaient sur la table, notamment prodiguer les premiers soins aux victimes de ce séisme-là, mettre en place les premières actions palpables et tangibles pour pouvoir aider les victimes de ce séisme, mais surtout poser les actes pour faciliter la reconstruction d'Haïti. Et c'est dans ce sens que M. Barack Obama, président des États-Unis, que vous aimez tous, qui est sexy, qui est charismatique, va donc décider de nommer M. Bill Clinton et M. George Bush, 2 anciens présidents d'Haïti qui connaissent bien le pays, comme, si vous voulez, les responsables de la gestion des dons qui proviennent du monde entier. Je parle vraiment grossièrement, mais c'était un peu ça. Il va également nommer Mme Hillary Clinton, qui était à l'époque secrétaire d'État des États-Unis, comme la personne qui va être en charge des dons qui proviennent de l'État américain. Voilà le contexte. Mais il faut également préciser que M. Bill Clinton a été aussi nommé co-président du CIRH.
Le CIRH, c'est le Comité intermédiaire pour la reconstruction d'Haïti. Et là, vous vous demandez, c'est quoi ce CIRH? Le CIRH, c'est un consortium de grands donateurs qui donnent minimum 500 millions. On parle des États-Unis, on parle de l'ONU, on parle de la Banque mondiale, on parle du FMI, on parle du Brésil, on parle de la société civile haïtienne, on parle de nombreuses entités qui ont fondé un consortium pour pouvoir venir en aide à Haïti pour la reconstruction du pays. Et ce consortium-là a choisi comme coprésident M. Bill Clinton et le Premier ministre d'Haïti, M. Jean-Max Bellerive. Nom très important à retenir. D'ailleurs, ces deux noms, retenez-les. Alors, ce consortium a donc choisi ces deux-là pour co-présider le mouvement. Et on se rend compte, dès cet instant, qu'il y a toute une architecture bienveillante qui est en marche pour pouvoir aider Haïti. Donc, dans la pratique, ça donne quoi? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des milliards de dollars qui coulent à flot pour pouvoir aider Haïti. Mais le problème, c'est que sur le terrain, les États-Unis, qui sont gestionnaires de tous les dons qui viennent en général, vont littéralement snober le gouvernement haïtien. Les ministères haïtiens ne seront pas du tout sollicités. Sur $1 donné à Haïti, seulement 10% est donné au ministère, aux autorités haïtiennes pour pouvoir également agir. Et l'argument qui est sous-entendu, qui ressort généralement, c'est le fait que le gouvernement haïtien serait incompétent, voire corrompu. Est-ce qu'on peut leur en vouloir de penser ça? La vérité, c'est que l'histoire nous a prouvé qu'ils ont raison. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais ce qui se passe, c'est que sur 194 millions de dollars qui ont été donnés à des sous-traitants pour venir en aide aux Haïtiens, pour travailler dans la reconstruction du pays, pour travailler dans la mise en place des premiers soins, seulement 25% ont été alloués à des sociétés privées haïtiennes, à des ONG haïtiennes. Est-ce que les sociétés privées haïtiennes étaient incompétentes? Je ne pense pas. Donc, même dans ce calvaire, l'attitude condescendante des puissances occidentales a été très véhémente, dans la mesure où on a pris un postulat selon lequel les sociétés locales ne sont pas compétentes pour faire le travail, que les sociétés locales sont corrompues. Le problème avec cette attitude, c'est que quand vous prenez la position de penser que les autres en face sont corrompus, cela veut dire que vous portez garant du fait que vous soyez exempt de tout reproche sur la corruption et sur l'incompétence. Mais vous verrez dans la suite de la vidéo qu'on est loin du compte. Parce qu'il faut également préciser que the Center for Economic and Policy Research, une entité qui est très fiable pour les informations sur le cas du séisme haïtien, a précisé que sur 1490 contrats qui ont été signés avec les sociétés dans le cadre de la reconstruction et des premiers soins aux victimes, seulement 23 ont été attribués à des sociétés haïtiennes. Tout le reste des contrats ont été donnés à des sociétés occidentales et 40% du reste ont été attribués à des sociétés américaines. Le sentiment que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'à travers ce séisme, non seulement on a snobé Haïti tout entier, mais j'ai l'impression également qu'on a profité pour redynamiser l'économie locale de ces puissances occidentales. Parce que si vous êtes féru de géopolitique, d'économie en général, vous savez très bien que de grandes puissances occidentales sont réellement dirigées par des grandes firmes. Et j'ai l'impression vraiment qu'avec l'argent de ces dons, on a donné de gros marchés à ces sociétés-là, sans réellement faire des appels d'offres. L'argument qu'il pourrait donner en face, c'est que on était dans l'urgence, on a dû choisir les meilleurs. Ok, mais cette situation a duré pratiquement pendant 1, voire 3 ans. Quel argument pouvez-vous donner face à ça? Il n'y a personne ici-bas qui pourra convaincre même un Haïtien analphabète que les dons qui sont venus du monde entier ont été bien gérés. Mais si vous vous souvenez, dans la seconde vidéo, je vous avais parlé d'une entité qui s'appelait l'USAID. L'USAID qui est une organisation qui est apparemment apolitique et qui a un but humanitaire, était présent à Haïti et a eu un rôle c'est indescriptible dans ce séisme, dans cette catastrophe que le pays traversait. Mais la vérité, c'est que l'USAID est une entité qui a eu pendant longtemps, et qui a toujours d'ailleurs, je pense, une influence notable dans la vie politique haïtienne. L'USAID peut faire et défaire des politiciens. Je rappelle que c'est l'USAID et le NED, the National Endowment for Democracy, qui ont financé la campagne de M. Marc Bazin en 1990 contre Jean-Bertrand Aristide, l'homme qui était détesté par les États-Unis. Je précise également que c'est l'USAID qui a pendant longtemps financé les médias pour discréditer, décrédibiliser des candidats qui vont à l'encontre des États-Unis.
Je précise également que l'USAID n'est pas inconnu dans l'avènement de M. Gérard Latortue à la tête du pouvoir lorsque M. Jean-Bertrand Aristide a été déchu de ses fonctions en 1994. Parce que ce même USAID a reçu des millions de dollars de l'État américain et a signé des contrats quelque peu discutables. L'USAID a signé un contrat avec une entreprise occidentale appelée CHF, je ne sais pas si je prononce bien, et cette entreprise avait pour but de nettoyer les décombres du tremblement de terre. Demandez à un Haïtien si ce travail a été bien fait. Et je pense que la réponse est clairement non. Est-ce qu'il n'y avait pas des entreprises haïtiennes locales qui pouvaient faire ce travail? La réponse est oui. Étaient-elles compétentes? On ne le saura jamais parce qu'on ne leur a jamais donné la chance de faire ce pourquoi elles sont qualifiées. Mais j'en ai pas fini avec l'USAID. Il faut savoir qu'au sein de cette organisation, il y avait un monsieur qui s'appelait Lewis Luc. Lewis Luc était un haut gradé de l'organisation. Il aurait rencontré M. Jean-Max Bellerive à 2 reprises et à la suite de quoi il aurait démissionné pour être embauché dans une autre entreprise appelée Ashbrick où il aurait un salaire de pratiquement 30 000 $. Avec Ashbrick, le but était de signer un partenariat avec une entreprise locale et grâce à Lewis et son lobbying très puissant, ils vont pouvoir décrocher des contrats chiffrés dans des dizaines de millions de $. Pour nous, l'opération paraît assez louche, on pense à des conflits d'intérêts, mais pour eux, c'est tellement normal. De toute façon, en Haïti, on peut faire tout ce qu'on veut. À telle enseigne que, quelques années plus tard, il a porté plainte contre une entreprise haïtienne pour l'avoir sous-payé. En fait, il avoue à demi-mot qu'il a été au cœur d'une histoire de bidouillage économique, mais c'est Haïti, il ne sera pas inquiété de toute façon. Et vous verrez dans la suite de l'histoire que Haïti, les gens feront ce qu'ils veulent et ils ne seront jamais inquiétés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en 2010, on est en plein dans l'année 2010. Les gens meurent de faim, les gens meurent de malnutrition, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas reçu les bons soins. Certaines personnes sont opérées à même le sol sans anesthésiant. Pendant ce temps, des gens prennent l'argent qui leur est destiné pour faire je te passe, tu me passes. C'est incroyable, c'est incroyable. Parce qu'il faut également préciser que cette société américaine dans laquelle a été embauché M. Lewis a été épinglée lors de l'ouragan Katrina pour avoir reçu des subventions sans qu'elle ait répondu à un appel d'offres réel. Donc, en fait, il y a des gens qui meurent et il y a d'autres personnes qui profitent de la misère, du malheur des gens pour faire du business. Mais cela nous amène à une vraie question. Quelle était la gestion des dons, de l'argent qui a été perçu par les États-Unis? Et là, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. Parce que, si vous vous souvenez, M. Obama est venu, il a dit qu'on allait débloquer une centaine de millions. Dans la réalité, plus d'argent a été débloqué. Mais dans l'inconscient populaire, on s'est dit que c'était un don. Un don. Sauf que dans la pratique, l'histoire était beaucoup plus bizarre. Parce que, il faut préciser une chose. Le milliard de dollars qui provenait des États-Unis pour aider Haïti venait en majorité des citoyens, des ressortissants américains. Je le précise, ces personnes ont donné 10 centimes, 1 euro, 20 euros, 30 euros. Et je précise également qu'aux États-Unis, vivent une grosse communauté d'Haïtiens qui vivent en majorité en Floride. Ces personnes ont également donné. Mais cet argent est utilisé comment? Alors, on a pris cet argent qu'on a redistribué à travers tous les départements d'État des États-Unis. Donc le ministère de la Santé a touché de l'argent, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité, on leur a donné de l'argent pour les actions qu'ils posent en Haïti. Après, j'ai envie de dire, je comprends que le fait qu'on sollicite l'armée américaine, parce qu'il y a pratiquement 5000 soldats, qu'on sollicite le département de l'agroalimentaire, tout ça, il faut être payé, mais il faut avoir le cran de le dire clairement. Parce que les Américains ont pris un postulat, ont pris une position dans laquelle ils voulaient s'ériger en tant que bienfaiteurs. Et quand on est bienfaiteur, c'est pas comme ça qu'on agit. Mais j'ai envie de dire, là, c'est vraiment moi qui suis en train de chercher la petite bête. Très sincèrement. Parce que déjà, c'est des fonds qui viennent des États-Unis. Ils en font ce qu'ils veulent. Et à la fin de la journée, il faudrait juste que les Haïtiens soient aidés. Donc sur ce point, en vrai, c'est moi qui suis en train de faire le monsieur qui se révolte dans son studio, on va dire. Mais ce qui me pose un vrai problème, c'est l'argent qui venait du monde entier. Cet argent a malheureusement été utilisé de la même manière. Et ce n'est même pas moi qui le dis, parce que le Courrier international, un média français, et aussi le Washington Post ont écrit des articles très sérieux sur le sujet et qui disent pratiquement la même chose.
Et c'est vraiment très dommage parce que pendant qu'on faisait joujou avec l'argent des gens, en tout cas, les Haïtiens mouraient. Les Haïtiens sombraient dans des situations très compliquées. Une promiscuité qui ne dit pas son nom, dans des conditions vraiment indescriptibles. Mais pour être beaucoup plus factuel, pour que vous réalisiez un peu ce système financier très bizarre, il faut comprendre une chose. C'est que quand un Haïtien est mal, qu'il est couché devant des centres d'aide, devant des ONG, qu'il a faim, parce que sa maison est cassée, n'a plus de boulot, ce qui se passe, c'est que ces organismes internationaux vont importer de l'eau, de la nourriture, des produits alimentaires depuis les États-Unis, par exemple. Alors que Haïti, si Haïti est doué pour une chose, c'est l'agriculture. Et à cette période, il y avait des fermes qui avaient de la nourriture. Il y avait des magasins qui étaient encore disponibles pour fournir de la nourriture. On a préféré prendre de l'argent pour aller acheter des nourritures, des aliments importés, budgétivores, qui coûtent beaucoup plus cher, qui mettent beaucoup plus de temps à arriver, alors qu'on pouvait avoir recours à des commerçants locaux pour faire d'une pierre deux coups, aider les victimes du séisme et redynamiser également l'économie ou subventionner le pouvoir d'achat de ces victimes. C'est même pas moi qui le dis. Moi, je pense que la démarche que les Américains et les organismes internationaux ont fait dans ce sens-là n'est pas forcément très critiquable. Parce qu'en temps de séisme, on ne pense pas forcément aller acheter des produits chez le producteur du coin. Donc je peux comprendre. Mais le président de la République d'Haïti de cette époque, M. René Préval, a tenu ces propos-là. Et il a critiqué ça. Parce qu'il a estimé qu'on pouvait prendre cet argent et aider les Haïtiens, en même temps dynamiser un peu l'économie. Tout manger, il y a besoin de camp. Tout l'eau, besoin de camp. C'est deux à sortir, me dit blanc, camper sur mouvement ça. Plutôt bah nous un cop pour acheter parce que tout marché plein manger. Ou pour une bouteille de l'eau, ou mettez le dans avion pour le venir en Haïti. Il coûte 50 fois plus oui, que si son bouteille de l'eau qu'a fait ici. Moun qui a fait de l'eau ici, tu as déjà un problème, il va pas vendre. Et ces propos, aussi cohérents ou incohérents que ça puisse paraître, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit dans ce cas-là, mais ces propos ont été très modestement appréciés du côté de la Maison-Blanche, mais vraiment très modestement. Et dès cet instant, c'est le retour des vieux démons. On va commencer maintenant des jeux politiques malsains, ce qui va nous amener maintenant à la danse politique en plein tremblement de terre. Nous sommes en 2010. Les victimes sont sous les décombres. Les victimes souffrent de malnutrition. Les victimes souffrent de soins manquants. Pendant ce temps, les instances internationales, les États-Unis, l'ONU, le CIRH qui est censé veiller à la reconstruction vont décider que la priorité, c'est l'organisation d'élections. Je précise également que la constitution haïtienne, comme je l'ai précisé dans la vidéo numéro 2, la constitution haïtienne prévoit qu'un président ne peut pas enchaîner 2 mandats en même temps. Du coup, si on organise ces élections, M. René Préval quitte le pouvoir. Et s'il quitte le pouvoir, ils pourront enfin faire toutes les petites manigances qu'ils font d'habitude. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand les instances internationales commencent à vouloir faire chuter un président, c'est qu'ils ont un candidat sous le coude. Donc le 18 novembre 2010, des élections sont organisées, des élections qui sont financées à 75% par le CIRH et toutes ces entités-là sont organisées le 18 novembre 2010. Seulement quelques mois après le séisme. Pendant ce temps, des Haïtiens sont en train de souffrir. Mais la priorité, c'est d'organiser des élections. Donc ces élections sont organisées, le taux de participation n'atteint même pas 25%. Il y a 19 candidats et les 2 candidats qui sortent du lot, c'est M. Jude Célestin, le candidat de M. René Préval. Parce qu'en Haïti, c'est comme ça. Étant donné qu'un président ne peut pas enchaîner 2 mandats, généralement, avant de partir, il met son poulain pour pouvoir prendre le pouvoir. Comme ça, il peut revenir sur la scène politique. Donc Jude Célestin, qui n'est pas forcément très célèbre, très connu, pas forcément... C'est pas qu'il n'est pas apprécié, mais le peuple haïtien ne le connaît pas, on va dire. Et il y a également un autre candidat, le candidat des États-Unis, le candidat de Hillary Clinton, le candidat de Bill Clinton, le candidat de Obama, M. Michel Martelly. Et lors de ces élections, M. Michel Martelly finit parmi les derniers, donc il n'est pas éligible pour le second tour. Et comme par hasard, les organismes internationaux décident qu'ils auraient détecté des anomalies, des irrégularités durant ces élections, et donc
ces élections seraient caduques. Ils informent donc tous les autres candidats qui ont fait des piètres résultats. Très très vite, la monnaie commence à monter, les populations sortent dans les rues. Et voilà, ils savent comment faire. Hein. Ça donne un tohu-bohu sans précédent. Mais je dis bien, sans précédent. Ce premier tour est annulé, on réorganise un second premier tour, on va dire. Et comme par hasard, M. Michel Martelly devient premier dans le suffrage. Oh. Mais si vous avez regardé également la seconde vidéo d'Haïti, vous avez pu remarquer une petite touche américaine. Quand un président commence à déranger les Américains et qu'ils ont mis par pratiquement certaines cartes, la carte préférée c'était de faire venir un avion, de foutre le président à l'intérieur et de l'envoyer vers une destination inconnue. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Parce que M. Mullet, responsable de l'ONU en Haïti, va convoquer une réunion avec tous les chefs d'instances internationales qui seront tous là. Hein. Le seul haïtien, le seul local qui sera là, ce sera M. Jean-Max Bellerive. Et au sortir de cette réunion, il est décidé qu'on dit à M. René Préval que voilà, pour votre sécurité, il serait mieux de monter dans un avion pour fuir. Hein. C'est M. René Préval lui-même qui le dit. Monsieur le Président, c'est un problème politique. Il faudra faire venir un avion pour vous évacuer. Je dis, venez avec votre avion, mais vous viendrez me chercher au palais, me noter, et tout le monde verra que c'est vraiment un kidnapping. Et à ce moment-là, il a vu que je ne marchais pas dans l'opération, et la mission de l'OEA a donné les résultats. Et lorsque la mission est venue, j'ai fait venir ce monsieur. Je lui ai dit, le problème est résolu. Il m'a dit, non, le problème n'est pas résolu, parce que si l'OEA ne va pas dans le sens des recommandations de la mission américaine, nous n'allons pas accepter le résultat des élections. Je lui ai dit, mais quel que soit le candidat qui passe, il passe. Il dit, oui, mais nous ne voulons pas de ce résultat-là. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites des élections ? Mais on connaît la suite. Hein. Il y a eu des élections. M. Michel Martelly a été président avec pratiquement 67% de taux de suffrage, avec seulement 25% de participation. Dès cet instant, j'estime que les États-Unis ont fait rentrer le loup dans la tanière. Je m'excuse, mais avant de continuer cette vidéo, je tiens vraiment à vous faire une petite réclame. J'ai été très récemment approché par une marque qui s'appelle Made in Immigration, qui fait des produits de mode hommes et femmes, qui sont des produits éco-responsables. Et ils font des produits avec des pays de tout le monde entier pratiquement, mais des pays beaucoup plus africains, Algérie, Maroc, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo et tout. Et ces produits sont éco-responsables. Donc j'ai beaucoup aimé l'approche, c'est gratuit, hein, j'ai pas fait de placement de produits. Et j'ai proposé quand même d'en parler ici, si vous êtes intéressé. Je vous exhorte vraiment à aller voir le site, à aller acheter ces vêtements, parce que c'est des vêtements que j'ai eu l'occasion de prendre entre les mains. Ce sont des vêtements de qualité. Mais j'ai fait une faute, c'est que je me suis oublié. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'étais très sportif. Pour ceux qui sont sur mon Instagram, vous voyez bien que la tête est un peu différente d'ici. Parce que j'étais très à fond dans la salle de sport et tout. Donc j'étais très musclé, on va dire. Et il y a eu le confinement, l'enlisement, la flemme et tout ça. Je me suis rapproché plus de la cuisine que de la salle de sport. J'ai pris beaucoup de kilos. Donc je pense que je n'ai pas donné la bonne taille. Raison pour laquelle je ne porte pas les pulls. Mais voici les pulls ici. Regardez, voici le pull. Vous retrouverez le pull là. Et vous retrouverez également le pull là. Là, je pense que c'est quel pays là? Je pense que c'est le Dahomey, ancien Dahomey, donc Bénin. Je trouve les pulls très beaux, franchement. Et la matière est vraiment très épaisse, très lourde. C'est pas comme les pulls où vous portez une fois et après ça part en lambeaux. J'ai également reçu un second exemplaire qui est là. Je vous le montre. Je vous le montre là, voilà, très beau, pull à capuche, vraiment. Franchement, j'ai la haine parce que je me suis gouré sur la taille et je me voyais mal redemander un pull à la marque, quoi, parce que c'est pas cool, tu vois. Mais franchement, si vous avez un temps, faites un tour sur le site et puis voilà. Ceci étant dit, on revient dans le vif du sujet. Donc on fait un petit bilan, c'est que pendant que les gens sont en train de mourir de faim, de manque de soins, d'insalubrité, de promiscuité, vous avez des entités qui sont en train de jouer avec l'argent qui leur est destiné, sont en train de décider de qui va être président, qui ne va pas être président, on fait des magouilles politiques.
Et cela nous amène à fin 2010. M. Michel Martelly est président. Mais lui, on reviendra à lui plus tard. Je veux également attirer votre attention sur une chose. C'est que, en fait, si vous avez regardé la première et la seconde vidéo d'Haïti, vous avez pu voir qu'ils ont pris des coups, mais de partout. En fait, Haïti, c'est comme quelqu'un qui s'est retrouvé à la sortie d'une boîte de nuit, qui est couché, et autour de lui, il y a au moins 15 personnes qui sont ivres et qui se mettent à le tabasser. Il reçoit des coups de partout. C'est pareil dans le cas d'Haïti. Ils ont reçu des coups, mais de partout. Et en plus, en Haïti, on se laisse aller à toutes sortes de digressions de la loi parce qu'on sait qu'on ne sera pas inquiété. Et ça a été le cas là, parce que l'ONU est arrivée et ils ont été à l'origine de pratiquement 10 000, voire 40 000 morts, en plus des victimes du séisme. Et là, vous dites, comment ça? Ce qui se passe, c'est que les agents de l'ONU sont arrivés et dans les camps qu'ils ont mis en place, leurs matières fécales ont été rejetées volontairement. On ne peut pas rejeter les matières fécales involontairement dans de l'eau, hein, ont été rejetées dans des cours d'eau qui sont utilisés à des buts comestibles par des populations haïtiennes. Les conséquences sont terribles. Il y a eu une épidémie de choléra virulente qui a frappé Haïti. On parle de 10 000 morts. Certaines sources même parlent de 40 000 morts. Il faut savoir que c'est seulement 6 ans plus tard, soit en 2016, que l'ONU a daigné reconnaître sa part de culpabilité. Il n'y a eu aucun dédommagement. Il y a eu juste des demi-excuses ou des plates excuses. Mais ce n'est pas tout. L'ONU a également été, des agents de l'ONU ont également été impliqués dans des histoires de viol sur des Haïtiens. Personne n'a été inquiété. Personne n'a été inquiété. Parce qu'on préfère parler des gangs. On préfère parler des gangs parce que les gangs, bien évidemment, ont foutu vraiment une instabilité monstre dans le pays. Mais ces gangs-là viennent d'où? Les gangs, à l'origine, viennent d'où? De Tonton Macoute, qui sont des soldats du régime Duvalier qui a été soutenu par les États-Unis. Ces gangs-là viennent d'où? Des entités qui ont proliféré à travers Haïti, qui ont été financées par qui? Par la CIA. Ces gangs-là viennent d'où? D'aussi de M. Jean-Bertrand Aristide, qui a créé les Chimères. Mais ces gangs-là viennent d'où? Vous verrez dans la suite que d'autres gangs ont été financés par M. Michel Martelly. D'ailleurs, on en vient à lui. M. Michel Martelly, durant son quinquennat, on va dire, son bilan est catastrophique. Aucune élection organisée, pas de législative, rien. En 2015, près de 70 000 personnes vivaient encore sans abri. Les personnes qui avaient eu des abris de fortune ont été déguerpies. Les abris qui ont été construits par les entités occidentales, soi-disant compétentes là, se sont avérés être pas durables. Seulement 20% d'entre elles ont été estimées comme durables. M. Michel Martelly faisait face à des manifestations quotidiennes dans Port-au-Prince pour lui demander de démissionner. Il était impliqué dans de nombreuses histoires de corruption. Mais ce monsieur avait le soutien indéflectible des États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe? On a mis à la tête du pays un monsieur qui n'avait rien pour être président. Parce qu'avant ça, il était chanteur. Hein. Il chantait des chansons, pas très catholiques, on va dire. Et ce monsieur est devenu président. Son bilan est catastrophique. Pire encore, c'est qu'il a été impliqué dans des histoires très sombres parce que le Canada a dressé une liste noire de personnes qui sont dans la ligne des mires parce qu'impliquées dans des histoires très très sombres. Il est sur cette liste. Mais il y a également une autre personne sur cette liste, M. Kiko Saint-Rémy. Et là, vous vous dites, c'est qui M. Kiko Saint-Rémy? M. Kiko Saint-Rémy n'est ni plus ni moins qu'un monsieur qui est présumé être un narcotrafiquant et accessoirement le beau-frère de Michel Martelly. Ils sont très très proches. Est-ce que vous comprenez un peu le profil que les Américains ont construit et ont poussé à être président à la tête de ce pays? Mais la Constitution interdit à un président d'enchaîner 2 quinquennats. Donc avant de quitter le pouvoir, M. Michel Martelly devait trouver une personne apte à le remplacer le temps qu'il revienne se représenter 5 ans plus tard. Et c'est là que rentre en jeu M. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, si vous voulez, c'était le profil parfait. C'est un Haïtien noir de peau, très important. C'est un Haïtien qui vient d'un milieu très modeste, très important. Et c'est un Haïtien qui est un entrepreneur à succès. Parce qu'il a une entreprise qui est spécialisée dans l'agroalimentaire, dans les bananes. Et ça tombe bien. Donc ce profil-là sera vraiment proposé par Michel Martelly. Et le peuple haïtien sera séduit parce qu'il deviendra président en 2016.
Mais le problème qui se pose, c'est que Jovenel Moïse, une fois arrivé au pouvoir, va avoir des agissements qui sous-entendent que, en fait, ce n'était pas forcément lui qui dirigeait ce pays. Parce que la démocratie, il n'en fera pas sa priorité. Hein. Aucune élection également sera organisée. Son régime sera impliqué, on va dire, un peu dans des histoires de corruption. Mais rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas mis M. Michel Martelly dans la scène politique haïtienne. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le problème qui se pose, c'est que Jovenel Moïse était censé être le pion de M. Martelly. Sauf que les choses ont viré dans un autre sens. M. Jovenel Moïse refusait de commencer à organiser les élections. On sentait qu'il voulait s'accrocher au pouvoir. De un. De deux, selon le New York Times, un article très sérieux a été écrit. M. Jovenel Moïse préparait une liste de personnes qui seraient impliquées dans le trafic de drogue, dans le trafic de substances illicites. Et dans cette liste figuraient deux noms. Figuraient plusieurs noms, dont deux, dont M. Michel Martelly et M. Kiko Saint-Rémy. Donc, le New York Times, selon eux, explique que cela pourrait être à l'origine de l'assassinat de M. Jovenel Moïse. D'autant plus que, sur la scène du crime, quand il a été assassiné, ses tirants ont été retrouvés vidés. En fait, c'est comme s'il cherchait quelque chose. Mais j'ai beaucoup utilisé le New York Times comme source dans mes vidéos parce que je trouve que c'est un média qui fait un travail colossal. Vraiment. Mais le problème qui se pose ici, c'est que j'ai un peu du mal avec cette version en entier, on va dire. Parce qu'il y a une chose qu'on ne précise pas. Je ne pense pas qu'on puisse venir dans un pays, assassiner un président, passer par la porte principale, sans avoir des appuis internes, sans avoir un soutien logistique important, mais surtout sans avoir des informations top secrètes. Et je pense clairement que quand on allie tous ces arguments, il y a une seule entité qui peut avoir tous ces arguments. Ce n'est même pas une entité locale. Je ne vais pas dire le nom ici parce que je ne suis pas un enquêteur, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Mais je pense que si vous avez du recul, chacun fera sa petite enquête avec ses informations complémentaires et tirera sa conclusion. Mais je pense qu'il y a forcément un état puissant derrière cet assassinat. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Mais bon, intéressons-nous un peu à l'histoire des vivants. Monsieur Jovenel Moïse a malheureusement été assassiné. L'enquête suit son cours. En Haïti, pratiquement 4 ou 3 juges se sont succédés, se sont tous démis eux-mêmes de l'affaire. L'enquête tâtonne. On arrête des gens qui sont dans un complot, mais voilà, sans plus. Mais avant même d'aller sur les vivants, moi, il y a un truc qui me dérange. C'est qu'on me dit que M. Jovenel Moïse préparait une liste sur laquelle il y aurait des personnes qui seraient impliquées dans le trafic illégal de drogue ou de tout ce que vous voulez. Mais si vous connaissez un peu l'histoire des États-Unis avec l'Amérique latine, ou même les Caraïbes, on va dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une quelconque liste pour arrêter quelqu'un. Il y a une entité qui s'appelle la DEA, qui vient dans les pays d'Amérique latine, des Caraïbes, qui arrête les gens comme ils veulent. Donc, enfin, chacun fait ce qu'il veut. On revient au présent, ok? Nous sommes en 2017, soit 6 voire 7 ans après le séisme, et les populations haïtiennes, si vous demandez à des Haïtiens, ils vous diront qu'on a l'impression que le séisme est passé à quelques heures. Il n'y a pas forcément grand chose qui a changé. Ces autorités, ces organismes internationaux, occidentaux, qui seraient très compétents, ont montré qu'elles n'étaient pas si compétentes que ça. Ces organismes internationaux qui ont prouvé, qui ont montré, qui ont dit qu'elles étaient exemples de tout reproche sur la corruption et le conflit d'intérêts, vous verrez dans la suite de la vidéo qu'on est loin du cas. Le pays qui est sorti d'un tremblement de terre d'à peine il y a 6 ans est encore dans un noir monstre. Et Amnesty International dira même que en 2016-2017, là, tous les organismes internationaux ont perdu tout intérêt pour Haïti. Alors que les dons qu'ils ont reçus n'ont pas été totalement versés pour la cause haïtienne. Où est donc l'argent? Voilà un vrai problème. Où est donc l'argent? Mais pour ça, je pense qu'il y a un événement anodin qui n'avait absolument rien à voir, qui allait nous donner une piste sur où était ce fameux argent. Nous sommes en 2017, il y a des élections présidentielles qui se préparent entre M. Donald Trump et Mme Hillary Clinton. Et là, il lâche une bombe. I was at a little Haiti the other day in Florida, and I want to tell you, they hate the Clintons because what's happened in Haiti with the Clinton Foundation is a disgrace. And you know it,
And they know it, and everybody knows it. Ça aurait été M. Obama qui avait lâché cette phrase, tous les médias l'auraient relayé. Mais c'était M. Trump, l'homme qui est dépeint comme intellectuellement incomplet, l'homme qui est dépeint comme un mégalomane, comme un mec qui est dans le prosélytisme. On n'a pas accordé forcément beaucoup de crédit à ses propos. Mais, fort heureusement, il y a des médias qui ont creusé, qui ont fourré le nez dans cette histoire. Déjà, M. Donald Trump indexait Clinton, le clan Clinton. Il faut savoir que le clan Clinton a fait d'Haïti une affaire très personnelle. Madame Clinton, secrétaire d'État à l'époque, était très impliquée dans la cause haïtienne. Elle gérait les dons qui provenaient des États-Unis. M. Clinton gérait les dons qui venaient du monde extérieur, on va dire, était coprésident du CIRH. La fille de Clinton, Chelsea Clinton, était à la tête de la fondation Clinton qui gérait un peu la catastrophe sur le terrain parce qu'ils ont créé une fondation. Et le frère de Madame Clinton, dont je vais taire le nom pour l'instant, était également dans les sillages des problèmes en Haïti. Il avait un rôle quelque peu flou. Donc le clan Clinton s'est imprégné, impliqué dans l'histoire haïtienne comme une affaire très personnelle, comme de la philanthropie, de la gentillesse, à telle enseigne que les médias occidentaux ont même dit que les Clinton entretiennent une relation, une forte histoire d'amour avec Haïti. Je vous mets au défi d'aller demander à un Haïtien, d'aller dire à un Haïtien que les Clinton ont été bénéfiques pour eux. Et croyez-moi, je pense que ces Haïtiens-là vous répondront avec une façon très violente, je pense. Mais bon, arrêtons tout ça, venons dans le vif du sujet. Mais de quoi parlait M. Donald Trump en réalité? Posez-vous confortablement, prenez un petit jus de fruits. Parce que là, on va rentrer dans une histoire de conflit d'intérêts, de détournement de dons, de mines d'or. Vraiment une histoire tentaculaire, gargantuesque qui mêle locaux, occidentaux, bref, du total n'importe quoi. Mais il y a réellement seulement deux médias qui ont vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière. Il y a le Washington Post, mais également Wikileaks. Wikileaks dont le patron est poursuivi en justice, est ostracisé, parce qu'il donne beaucoup de vérités. Mais au-delà, il y a un homme qui s'appelle Peter Fitzer, qui est un conservateur, qui est un auteur de best-sellers à succès, qui a écrit de nombreux livres sur cette histoire, sur le cas des Clinton. Il a écrit 2 livres notamment, Through Them Fallout et Flash Clinton. À travers ces livres, le plus important pour lui, c'était de mettre la lumière sur l'origine de la fortune des Clinton qui est quand même élevée à 100 millions de dollars. C'est pas en étant président qu'on bâtit cette fortune. Et il a surtout mis l'accent sur le fait que les Clinton ont toujours su jouer avec leur rang politique et leur soi-disant philanthropie pour se remplir les poches. On pouvait douter de son objectivité. Oui, on pouvait douter. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas remettre en question, la véracité des éléments qu'il a mis en exergue. Il faut savoir une chose, c'est que les Clinton ont créé une fondation, la fondation Clinton, qui est d'ailleurs impliquée dans de nombreuses histoires très louches. Vous mettez juste fondation Clinton sur Google, vous mettez scandale, vous verrez, avec l'Arabie Saoudite, plein de pays. Bref, là n'est pas le sujet. Mais la fondation Clinton a été créée et elle était très impliquée dans la cause haïtienne. Ok, vous me suivez jusque-là. Sauf que, il y a une compagnie américaine qui s'appelle VC Mining Company, qui est une compagnie d'exploitation d'or, qui a décroché un contrat de 2 exploitations d'or en Haïti, très important, du jamais vu depuis pratiquement 50 ans. Donc on se posait la question de savoir quels sont les dessous de ce contrat qui a été signé. Ce qu'il en ressort, c'est que M. Jean-Max Bellerive, Premier ministre d'Haïti et surtout coprésident du CIRH avec Bill Clinton, aurait reçu $8 000 de la part du PDG de VCS Mining. Le PDG de VCS Mining, M. Angelo Viad, a également été énuméré comme un des nombreux donateurs à la fondation Clinton. Il a donné beaucoup d'argent, des milliers de dollars, pour faire partie du club de la fondation Clinton. Ok, jusque-là, vous me suivez, hein? On apprend également que M. Jean-Max Bellerive aurait des sièges au conseil d'administration du VCS Mining. On apprend aussi que M. Tony Rodham, frère de Hillary Clinton, a des sièges dans le conseil d'administration du VCS Mining. Donc, c'est un triangle malsain économique qui se déroule entre VCS Mining,
l'État haïtien et la Fondation Clinton. Donc en fait, vous pouvez avoir des gros marchés en Haïti si vous donnez à la Fondation Clinton. Comme ça, on s'arrange pour vous mettre en relation avec un membre du gouvernement haïtien, notamment M. Jean-Max Bellerive. Tapez sur Google, VCS Mining, tremblement de terre Haïti, Fondation Clinton. Je pense que vous verrez des articles, mais vous verrez des articles très sérieux. Mais est-ce que j'en ai fini avec le Clinton? Non, je ne pense pas. Il y a également une autre compagnie qui s'appelle CA Trading Company, je ne sais pas si je lis bien, qui est une entreprise coréenne de textile qui s'est installée dans le parc industriel d'Haïti. C'est un parc industriel qui a été construit en trombe, on en a fait la promotion. Je rappelle que tous les scandales dont je parle là se sont déroulés en 2012, les deux. Et donc, la CA Company Trading s'est installée dans le parc industriel. Hillary Clinton et Bill Clinton étaient là pour l'inauguration, en grande trombe. Ils ont applaudi, tout le monde était content. Mais sauf que derrière se jouait un jeu de conflit d'intérêts très malsain. L'installation de CA Trading Company en Haïti n'est pas faite sans contrepartie. Il faut savoir que les États-Unis ont prôné une politique visant à inciter les grandes entreprises à venir s'installer en Haïti pour redynamiser l'économie. Du coup, toutes les entreprises qui venaient s'installer dans ce parc industriel-là percevaient de grosses subventions venant de l'État américain. Donc, CA Trading Company s'est installée là et a reçu des grosses subventions de la part de l'État américain. A également reçu un terrain gratuit offert par l'État haïtien. Et bien évidemment, je pense qu'il a reçu également un dispositif fiscal très arrangeant. Jusque-là, rien d'anormal, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est qu'on apprend que M. Wong King Kim, PDG de CA Trading Company, aurait été convaincu par la chef de cabinet de Hillary Clinton, une certaine Sherry Neal, de venir investir en Haïti. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le média ABC News a précisé que durant cette même période, le PDG, M. Wong King Kim, aurait versé entre 100 000 et 50 000 dollars à la fondation Clinton. Donc, quelqu'un arrive sur un contrat qui a tout pour être juteux, sans réellement de gros appels d'offres, dégote le contrat, chope une subvention, chope un terrain, chope potentiellement un dispositif fiscal très arrangeant. En contrepartie, il verse l'argent à la fondation d'une personne qui est impliquée dans tout ça. Parce que Mme Hillary Clinton était secrétaire d'État. Donc, le parc industriel, elle avait également son mot à dire. Voilà le contexte dans lequel on est. On dit que l'État haïtien est incompétent, voire corrompu, alors qu'on fait des bidouillages économiques qui mettent en jeu notre intégrité, des conflits d'intérêts, des détournements de fonds. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus triste dans toute cette histoire, c'est qu'il y a eu des articles sérieux, il y a eu des choses écrites, mais aucun d'entre eux n'a été inquiété, bon sang. Parce que c'est Haïti, on peut faire ce qu'on veut en Haïti. Voilà l'état des choses. Mais on ne peut pas critiquer Haïti, les organismes internationaux, les Occidentaux de faire des mauvaises choses en Haïti sans la complicité d'internes, d'Haïtiens. Et les exemples sont légion. Je dis bien légion. L'exemple le plus tangible et le plus probable, c'est le scandale de l'affaire Petro-Caraïbes. L'affaire Petro-Caraïbes, c'est quoi? C'est que le Venezuela, dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, est un des plus gros exportateurs de pétrole. Donc, il a créé un projet appelé Petro-Caraïbes où il vend son pétrole à des pays des Caraïbes à des taux préférentiels, à des conditions d'achat très conciliantes, très arrangeantes. Ils peuvent acheter même avec des facilités de paiement. Du coup, ils peuvent revendre ce pétrole aux compagnies locales au prix normal et la différence qu'ils se font en termes de bénéfices, ils l'utilisent pour insuffler des projets sociaux, pour changer un peu le coût de vie des populations locales. Et Haïti faisait partie de ce projet de Petro-Caraïbes. Les gouvernements de 2008 à 2016 ont reçu du pétrole du Venezuela à des taux très préférentiels avec des facilités de paiement, ont revendu ce pétrole très cher à des compagnies. Le reliquat qu'ils ont eu, le gros bénéfice qu'ils ont eu était censé financer des projets sociaux. Cet argent a été dilapidé entre des responsables politiques et des hommes d'affaires. Et le régime le plus épinglé dans cette histoire, c'est encore le régime de M. Martelly.
le régime de Martelly et à minima le régime de M. Jovenel Moïse. Et lorsque des enquêtes ont été faites par la Cour des comptes, par des instances compétentes, de nombreux noms ressortent, mais les noms qui ressortent, ce sont des noms que j'ai déjà cités dans cette vidéo. M. Martelly et son épouse, M. Jovenel Moïse, M. Jean-Max Bellerive, encore une fois. En fait, à aucun moment, on ne s'est arrêté. Ces gens se sont gavés à pleines dents dans les fonds qui étaient destinés à aider ce pays. Donc, je me vois bien critiquer les Américains. Je me vois bien critiquer les Français pour une époque. Je me vois bien critiquer le Coor Group, une entité dont je n'ai pas parlé dans mes vidéos, qui est un consortium de pays qui forment un serpent à 3 têtes avec le Canada, les États-Unis et la France, qui ont foutu une instabilité monstre dans le pays. Mais la vérité, c'est que Haïti n'a jamais, mais jamais, jamais, au grand jamais eu un président ou des dirigeants qui étaient dignes d'eux. Tous des collabos, tous des vendus, tous des chimères, tous des régimes fantoches qui sont à la botte des entités occidentales. Et quand bien même un président essaie d'aller dans le sens inverse, soit il est assassiné, soit il est arrêté, soit il est jeté dans un avion. Voilà la situation qui prévaut. Des hôpitaux devaient être construits. Ça finit en ruine. C'est pas possible. Et le pire, c'est que comme ces régimes ont été soutenus par les États-Unis, et les États-Unis ont promulgué le fait qu'on dialogue et qu'on ne les punisse pas et qu'on discute. Voilà un peu l'état des choses. Un pays qui a été rongé de l'extérieur et de l'intérieur. J'ai fait 3 vidéos sur Haïti. 3 vidéos. Et je vous garantis que lors des 3 vidéos, j'avais le cœur qui saignait. Parce que j'ai l'impression que c'est un pays où l'extérieur fait du mal, l'intérieur fait du mal, et le tout en toute impunité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. On se retrouvera plus tard, dimanche prochain, dans une vidéo sur la Centrafrique et Bokassa. Peut-être la vidéo sera en 2 parties, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et après ça, j'espère que j'aurai le temps de faire une vidéo sur la France-Afrique avant de commencer le Gabon et le Congo. Parce que c'est très important. Mais voilà, je tiens également à vous dire bonne année. Bonne année. Merci du soutien que vous m'avez apporté durant cette année 2023, cette fin d'année 2023 qui a été incroyable. Je tiens à vous remercier. Je tiens également à vous dire merci pour tous les likes, tous les soutiens, tous les messages sur Instagram. Je tiens vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur à vous remercier. Vraiment du fond du cœur. Bon, vous avez pu le remarquer dans l'espace communauté. Je poste beaucoup de choses là-bas. Ces derniers temps, mes vidéos ont été démonétisées à une vitesse incroyable. Chaque fois qu'une vidéo atteignait 70 000 vues, paf, démonétisée. Vous le savez très bien, hein, je ne fais pas ces vidéos pour de l'argent. Parce que si je venais sur YouTube pour l'argent, je pense que je ne ferais pas des vidéos sur ce genre de sujet. C'est assez frustrant quand même de passer des mois de recherche, des jours d'écriture, des heures de tournage, des heures de montage, et que vous savez quelque part que d'autres vidéos sont monétisées et que votre vidéo est démonétisée. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour parer à ça. J'ai prévu je pense, février, je dois lancer mon podcast qui s'appelle Kassoro, où on va parler d'histoire africaine, notamment le génocide des Bamileke et des Bassa, d'autres histoires africaines, des coups d'État, on va parler du Bénin, on va parler de plusieurs pays. Et à travers ce podcast, je veux vraiment vous inciter à, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram, parce que je vais noter mon profil Instagram, ça sera plus un profil où on verra mes photos. De toute façon, les photos ne sont même plus d'actualité. J'ai changé depuis. Je vais vraiment essayer de monter un vrai média où vous pourrez avoir des brides de vidéos là-bas. Il y a également mon TikTok que je mets là. Je vais recommencer à mettre des vidéos là-bas. Et je vais rouvrir un Facebook où je pourrai également mettre des vidéos là-bas. Comme ça, vous pourrez me retrouver partout et ce sera beaucoup plus facile pour vous de partager. Je vous demande une seule chose, c'est vraiment réellement de partager. J'ai reçu des commentaires également qui m'ont dit laisse ton PayPal pour qu'on te soutienne. Au début, franchement, j'étais mal à l'aise et j'ai eu des commentaires très bienveillants qui m'ont dit si c'est comme ça qu'on peut contribuer, on va contribuer. Je l'ai fait, j'ai reçu, je pense, une quarantaine d'euros sur mon PayPal. Et franchement, je tiens à vous dire merci. J'ai également reçu des commentaires qui ont dit mets en place un abonnement, même si c'est 1 euro, 2 euros. Surtout que les abonnements, on peut les arrêter quand on veut. J'ai également mis en place, j'en parle ici, c'est la première et la dernière fois. J'en parlerai plus parce que
je ne veux pas tomber dans un système où je commence à faire des vidéos pour de l'argent, où je commence à exiger de mes abonnés de me payer. Par la grâce de Dieu, j'ai un métier qui paye assez bien, je vis assez bien. Toutes les vidéos que vous voyez là, le matériel, je vous ferai une vidéo un jour, il y a pratiquement 10 à 12 000 euros de matériel parce que je suis passionné d'audiovisuel à la base. Il y a 2 caméras, il y a des micros, il y a un studio qui est spécialement aménagé pour ça. Donc vraiment, je ne veux pas me retrouver dans un contexte où je suis en train de demander aux abonnés de... Mais voilà, j'en parle. Si quelqu'un veut le faire, il le fait. Ça n'empiétera en rien le fait que celui qui ne paye pas, non, 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 c'est vraiment ça. Merci beaucoup pour tout. C'est la première vidéo 2024. Je tenais vraiment à faire les petits points. Et puis, restez une petite vidéo. La prochaine vidéo, là, on va vraiment mettre le pied dans l'étrier. Portez-vous bien. Bonne année encore. Et puis, on s'est dit ciao, ciao.